Olivier est un raconteur d'histoires. À 36 ans, il est scénariste de BD à Lyon. Le personnage qu'il a fait connaître est un cow-boy nommé Lincoln. Il est aussi un papa attentif qui aime partager avec sa fille son goût pour les nouvelles découvertes. Mais pendant quelques jours, Olivier va laisser sa famille et son travail. Direction la plus grande île de l'archipel des Comores pour découvrir un volcan encore mal connu, le Karthala. Après des années de sommeil, ce géant se réveille. Là, ça fume. Là. Depuis 2 ans, les éruptions ont repris et inquiètent les chercheurs. Ils vont profiter d'un moment d'accalmie pour aller l'étudier de plus près et ils ont accepté qu'Olivier les accompagne dans leur mission. Donc en étudiant toutes les éruptions qui se sont succédées dans le temps, on va pouvoir comprendre comment le volcan fonctionne. Pour la première fois de sa vie, il va monter sur un volcan actif et va découvrir l'étonnant métier de volcanologue. Ça sort de la science et ça touche à la poésie, à l'inattendu, au surréalisme. C'est chouette. Quand il débarque à Moroni, Olivier rencontre les chercheurs pour la toute première fois. Olivier, enchanté. Salut. Magali. Enchanté. Vous êtes tous vulcanologues? Apprenti. Apprenti. Parce que quand j'avais 5-6 ans, je voulais devenir vulcanologue. J'ai choisi une autre voie, donc là, je suis content de rencontrer des vrais. Je débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Ouais, mais nous aussi, tu sais. Oui, j'imagine, ouais. Ça marche. Bon. Ça va, t'as fait bon voyage? Oui, il est là. Ouais. Ah, ça en fait du matériel à monter. Là, je viens juste d'arriver aux Comores. Je vois des gens, des militaires qui embarquent des sacs. Je vois des scientifiques qui trimballent des tonnes de matériel et je sais pas encore où on va. Olivier va partir avec un groupe de 20 scientifiques pour une mission très importante. Pour les aider, c'est l'armée comorienne qui s'occupe de la logistique et des 500 kilos de matériel. En découvrant l'île, il réalise que la population vit juste là, au pied du volcan. Depuis les violentes éruptions de cendres de 2005, le volcan menace à nouveau les 350 000 habitants de Moroni, la capitale, et des villages alentours. Pour l'instant, il n'existe aucun système d'alerte ni de plan d'urgence. Les Comoriens sont à la merci des colères du Karthala. C'est pour essayer de prévenir ces risques que les scientifiques ont organisé cette mission au sommet du volcan. Mika ? Olivier arrive avec l'équipe à l'observatoire pour les derniers préparatifs avant la montée. C'est là que vous appelez l'observatoire? Oui, c'est l'observatoire du Karthala. Alors, on est vraiment chez les vulcanologues, là. Oh, c'est quoi ça? Un lac de lave en refroidissement. Oui. On a travaillé pendant 7 jours au sommet et le lendemain de notre descente, le volcan est rentré en éruption. Mais t'es remonté? En hélicoptère. En hélicoptère, hein, c'est un peu plus confortable. Ah oui, donc c'est assez stupéfiant, ça. Oh là là, oui, d'accord. Julie Morin a eu beaucoup de chance. En mai 2006, elle était une des seules volcanologues présentes sur le terrain lorsque le volcan est entré en éruption. Elle a pu alors filmer le cratère rempli de lave, des images qui font rêver. C'est pas une drogue au bout d'un moment, de voir ce genre de choses. Ça fait partie de la motivation de ce métier, quoi. Ah oui et non, parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup l'envie de comprendre, parce que tu vas pas sur un volcan pour le voir rentrer en éruption, même si tu préfères aller sur un volcan en éruption. Tu vas sur un volcan avant tout pour le comprendre, et si tu veux, l'éruption, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas l'essentiel, même si c'est quelque chose qui nous fait profondément vibrer. Ouais. Le lendemain, à 5 h du matin, toute l'équipe est en effervescence. Ça y est, je crois que ça se précise. Hein. Les militaires sont arrivés, les sacs sont distribués à chaque personne. Ils sont chargés dans les camions, puis je pense qu'on va pas tarder à partir. La voiture sur cette petite route en pleine forêt vierge, c'est assez surréaliste. Ouais, c'est des images un peu fantomatiques. Ouais, j'aimerais bien voir ça de jour, mais je trouve que de nuit, c'est très bizarre. C'est un début de grimpette, un début d'expédition que je trouve vachement intéressant, assez étrange. Allez, je crois qu'on est arrivé au village. Là.
C'est ici que l'aventure commence. Olivier va devoir marcher pendant plus de 7 heures pour atteindre le sommet à 2300 mètres d'altitude. C'est magnifique. Ça sent bon, c'est beau. Non, c'est extra. Ah, bonne nouvelle, ça y est. On voit là-haut. On voit le sommet. Enfin, si c'est le sommet, parce que je me méfie. Si c'est comme en montagne, on voit un sommet, puis en fait on nous dit que c'est derrière, puis encore derrière. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti de la forêt. Parce que ça devenait fatigant. Il y a beaucoup de racines, beaucoup de pierres très hautes. Et par contre, ce qui est plus difficile, c'est qu'on sait qu'on n'a fait qu'un tiers du chemin. Plusieurs heures sont passées quand Olivier découvre les premières traces de la dernière éruption. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Tous ces arbres morts, cette espèce de forêt pétrifiée. On dirait qu'elle était figée en un instant. C'est très étrange. Une espèce de décor lunaire, fantastique. Tous les troncs sont tordus, torturés. Ah, c'est très impressionnant. Moins habitué que les scientifiques, Olivier a ralenti le rythme et il s'est fait distancer. Mais au bout de 7 heures de marche, il arrive enfin au sommet. Waouh! Bienvenue sur Mars. C'est inimaginable un truc pareil. C'est tout de suite des proportions qui dépassent un peu l'entendement. C'est plein d'émotions en même temps, ouais. C'est royal. Mais je suis assez curieux de voir un petit peu maintenant le fond du problème. C'est-à-dire comment ça marche tout ça, cette énorme bouche qui crache le feu. Voilà, comment ça marche. Quel est leur travail ici, ça m'intéresse. Aujourd'hui, Olivier va passer sa première journée avec Anthony Finizola, le chef de la mission, arrivé ici depuis une semaine. C'est préparatif du jour? Ouais. Parce que les rations, c'est quoi? C'est 3 litres par jour, c'est ça? Ouais, par personne, ouais. On m'a dit qu'il fallait se limiter un peu. Ben, il nous manque 3 bidons, et 3 bidons en moins d'eau, donc... C'est où? Bon, c'est pas vraiment. Donc, ouais, il faut vraiment faire gaffe au niveau des rations d'eau, c'est ses limites. Au sommet, il n'y a pas une goutte d'eau. Alors 3 litres par jour, ça fait un peu juste quand il faut faire la cuisine, la vaisselle, éventuellement se laver et surtout boire. Car en haut du Karthala, il fait très chaud. Je peux te demander où on va en fait aujourd'hui? On descend donc dans le lobe nord et puis on va monter au sommet du Karthala, ici. Qui est à 2300 mètres, c'est ça? C'est ça, 2360. Ça va Anthony? C'est une belle grimpette. Anthony a décidé de faire vivre à Olivier sa première grande sensation, la découverte du cratère. Oh la vache. Il y a un trou. C'est un cratère particulièrement impressionnant, ouais, qui fait partie des plus grands au monde. Ouais. Ouais. Avec 300 mètres de profondeur et 1 kilomètre de diamètre, le cratère du Karthala est un gouffre énorme au centre d'une immense caldeira. Tu as ici le grand plateau, tu en as un autre plus haut, ouais, et tu as plusieurs lobes. Si tu regardes tout autour de nous, tu as également au niveau du cratère d'autres terrasses, ouais, et tout ça, ça se forme en plusieurs épisodes d'effondrement. Des explosions? Ouais. Ces explosions sont la particularité du Karthala. C'est ce qu'est venu étudier Anthony. Olivier va devoir le suivre dans cette immensité sous une chaleur intense pour enfin avoir droit à sa première formation de volcanologue. Donc on va s'intéresser au deuxième gaz volcanique le plus abondant après la vapeur d'eau, qui est le gaz carbonique, le CO2. D'accord. Donc on va avoir un appareillage qui va permettre de mesurer le CO2 et on va faire quelques mesures un petit peu partout dans toute cette immense caldeira. Et on va essayer de voir est-ce qu'il y a du gaz qui ressort à des endroits où on ne voit strictement rien. On veut repérer les zones les plus fragiles où remontent ces gaz volcaniques. Donc on va mettre le capteur en profondeur, voilà.
D'une manière immédiate, on va avoir une idée, est-ce qu'il y a du CO2 qui remonte dans le sol ou pas? D'accord. Ok, donc là, on va injecter le gaz du sol dans l'appareil. Comme tu vois, on dépasse largement les valeurs. Valeur donc du CO2, 884. Ouais. Il y a donc beaucoup de gaz qui remontent à cet endroit. Preuve que c'est une zone active, une faille d'où pourrait aussi remonter le magma. Anthony espère ainsi réaliser la carte des zones les plus fragiles du volcan pour mieux prévoir d'où viendra le danger lors des prochaines éruptions. Houston, vous m'entendez? C'est bon. On est sur la Lune là. Alors, on est à combien là? Je suis à 500. Et on doit tomber à 250. Bah, ça veut dire quoi? Faut faire 250 mètres? Encore 250 mètres, ouais. Il y a le trou à 250 mètres. On va être en limite. Bah écoute, je te laisse faire, hein. Ouais. Et j'injecte doucement également? Ouais, il n'y a pas de problème. Ça remonte très très doucement. Voilà. Alors comment ça se fait? En bordure de cette caldeira, on avait des remontées importantes de gaz carbonique. Ici, on n'a strictement rien. On est dans une zone complètement imperméable au gaz. Rien ne remonte. Traduction, Anthony et Olivier traversent une zone inactive du volcan. Eh bien, on va voir à côté, ouais. J'ai l'impression de prendre le pouls de la terre un peu. On se décale? Promis, je ferai le prochain, hein, parce que je vois bien que... Il n'y a pas un point d'ombre ici, il n'y a pas un arbre, pas une touffe d'herbe. Donc on se protège comme on peut. Et on mange comme on peut. Alors les sardines. Voilà. Tu manges quoi toi? Chorizo pimenté. C'est pas mal. C'est bon, on n'oublie rien? Ouais, c'est bon. Et c'est reparti. En une journée, ils ont parcouru des kilomètres et ont fait près de 150 fois la même mesure. Beau score pour une première. Olivier commence à trouver sa place, mais aussi à comprendre les difficultés du métier. N'empêche, ça a chauffé dans les pieds. Ah, je serais content de les enlever, les grolles. Je me demande s'ils sont bien humains, ces gens-là. Ils ont tous leurs particularités physiques et une capacité au dépassement de soi par leur passion qui me stupéfie. Je vois Anthony qui est capable de traverser cette immense étendue pendant des heures, dans des lignes droites, tous les 100 mètres, qui plante son clou. Il fait ses mesures pendant 2 jours, 3 jours, pour quadriller tout cet immense espace qui fait quand même quoi, 4 ou 5 km de diamètre, c'est gigantesque. Un travail de fourmi, quoi, tous les jours, pour des petits trucs de rien. Et ils ont tous un petit truc, un petit grain de folie, un petit truc à part, un peu différent, qui me surprend carrément. Je trouve ça chouette, c'est presque, ça sort de la science et ça touche à la poésie, à l'inattendu, au surréalisme. C'est chouette. Aujourd'hui, il n'y a pas de nuages. Il y a plus maintenant. Les nuages commencent à revenir maintenant. Mais sinon, toute la journée, c'était dégagé. C'était très beau. Vraiment une belle journée. Et je me suis fait un peu cramer le dessus des oreilles. Ah ouais? J'ai pas le bon chapeau. Faut un chapeau. On revient. Mais j'en ai mis. Ah ouais. Mais voilà. Écoute, sur les oreilles, ça fait rien. C'est le deuxième jour. La nuit a été un peu fraîche et ça pose de nouveaux problèmes de logistique. Cette fois, c'est le pain qui n'a pas supporté l'humidité. Ils sont tous... Bah, ils sont tous nus. Tous les pains sont moisis? Les pains sont moisis à l'intérieur. Ouais. Bon, on va tout sortir et puis... Ouais, on mange du pain sec. Hein. Excuse-moi. Ouais. Je peux te demander où on va en fait aujourd'hui? Alors on va aller faire regarder la stratigraphie des 2 dernières éruptions. Ouais. Donc on va aller vers le cratère principal, parce que c'est là où on a les dépôts les plus épais. Donc il a un nom ce cratère, parce que je vous entends dire des noms de cratères. Je me souviens plus du nom. Comment il s'appelle? Shungu Shale. Shungu Shale. D'accord. Ça veut dire cratère pour moi. Shungu veut dire cratère. Voilà, D'accord. son nom c'est le Shale en fait. D'accord. Allez. Olivier continue son apprentissage avec les géologues Georges Boudon et Patrick Bachellery. Il va observer la stratigraphie du volcan, car chaque couche de dépôt raconte l'histoire d'une éruption.
Tu m'expliques quand même, hein, parce qu'il faut pas que je... Pour gagner l'appel? Faut pas que je... C'est tout simple. Hein, salope le travail des autres. Manier l'appel, je sais. Je peux t'expliquer alors ce qu'il faut faire. Mais massacrer le travail des autres, je peux savoir faire aussi, donc... L'idée, tu vois, c'est qu'il y a une patine dessus, hein, due au lessivage descendant dessus. Et c'est de nettoyer tout ça pour qu'on puisse bien voir les couches qui se superposent. D'accord. Les blocs, c'est quand même des gros trucs, quoi, là-dedans. Au fur et à mesure du travail d'Olivier, les chercheurs voient apparaître les traces des 3 dernières grosses éruptions explosives du volcan. Ça, à mon avis, c'est 91. Et au-dessus, à partir d'ici, hein, on rentre dans les dépôts d'avril, puis peut-être à partir du liseré noir, là-haut, de novembre 2005. Les 2 éruptions de l'année 2005. En étudiant toutes les éruptions qui se sont succédées dans le temps, ben, on va pouvoir comprendre comment le volcan fonctionne et quel type d'éruption il peut donner dans le futur. À table. Piège à con, c'est ça? C'est une surprise aujourd'hui. Sardine à l'huile. Je demande officiellement qu'on revoie les budgets de la recherche pour qu'ils aient un minimum. Sur le chemin du retour au camp, l'équipe traverse le 2e grand cratère du volcan. Il s'est rempli de lave il y a 2 mois à peine. Voilà. Là, je me sens volcanologue, voilà. Là, c'est sur de la lave. La lave, je vois dire. C'est croustillant. C'est croustillant. Et attends, 2 secondes. Parce que là, ça fume, là. C'est très chaud. Non, c'est chaud, oui. Apparemment, toute cette masse noire là qu'on voit devant nous, accidentée, creusée, et ben, c'est de la lave qui a refroidi. Et là on voit des fumerolles, donc il montre bien que en dessous c'est vivant, ça chauffe. C'est tout récent, quoi, c'est tout neuf. Allez, je m'attendais presque à sentir gronder les choses. C'est peut-être un fantasme. Et j'imagine que quand il se met à gronder, il y a plutôt intérêt à ficher le camp rapidement. On est passé par le beau temps, puis on finit par cette brume qui envahit tout, qui fait des paysages assez fantomatiques. Et c'est super beau. La journée terminant, on rentre tous, chacun par des chemins différents, et c'est assez rigolo. Et ça donne quoi comme indication? C'est la même chose que fait Anthony en PS. C'est pour le CO2? Non, ça c'est pour la... Ah, en PS, tu m'as dit, oui, pardon. Voilà, oui. Tu mesures une différence de potentiel entre 2 électrodes. Tu mesures des millivolts entre 2 électrodes. Donc la première, ça sera celle-là qui sera sur le plateau. Et la deuxième, ça sera celle qu'on va descendre au bout du grand câble. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir tout compris à quoi ça servait. J'ai compris qu'il y avait une histoire de courant électrique, de différence de potentiel électrique. Maintenant, à quoi ça sert précisément? Je crois que je lui demanderai tout à l'heure. Même s'il est parfois un peu dépassé par les subtilités du métier, Olivier est toujours aussi motivé. Pour son dernier jour, Anthony et Eric lui réservent une expérience inédite au bord du cratère. Je suis content de ne pas être sujet au vertige pour pouvoir aller aussi près. Je sais que si ma femme regarde, là, elle doit avoir les jambes qui tremblent pour moi. Parce que là, le trou est quand même très profond, quoi. Alors donc, tu as 2 électrodes, c'est ça? Tout à fait. L'objectif de cette manip, c'est exactement la même chose quand tu te branches sur une batterie avec un voltmètre et tu vois de combien de volts tu as sur cette batterie. D'accord. Ici, c'est exactement la même chose. Par contre, on va se brancher sur le volcan. Et nous, ce qu'on cherche, c'est essayer de trouver des signes qui vont nous indiquer que le magma est en train de remonter et qu'il y a un début d'interaction avec l'eau, c'est-à-dire que l'eau est en train de passer de l'état liquide à l'état vapeur, c'est-à-dire est en train de remonter, et en remontant, cette eau va remonter avec des charges électriques. Allez. Pour faire simple, il s'agit de mesurer les remontées de vapeur dans un endroit absolument inaccessible, le fond du cratère, afin de savoir ce qui se passe dans les entrailles du volcan. Il y a peu de temps, cette technique, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, Anthony et Eric ont mis au point l'équipement qui permet d'y arriver. Vous avez vu, je suis courageux mais pas téméraire. Hein. Je suis 1,50 m derrière eux.
Ils sont à 50 cm du bord, alors que ce sont des éboulis, quoi. C'est des fous. On est quand même à la hauteur de la tour Eiffel, sans barrière, sur un sol non stabilisé, avec des bords qui s'effritent. Et tu me dis, non, c'est pas très risqué. Tant qu'on tombe pas tous les trois dans le trou, ça va. D'accord, voilà la notion de risque, façon Eric. C'est descendu. Alors, mystère, est-ce que l'électrode est suspendue dans le vide ou est-ce qu'elle a atteint le cône d'éboulis? Bah, ça, on va le voir tout de suite avec, dès qu'on va brancher le système, quoi. La minute test. Résistance, donc c'est là. C'est bon. Il y a le contact. Et c'est pas mal, hein. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau chaude qui remonte. D'accord. Donc ça, on s'en doutait un petit peu. On a vu les fumerolles, donc on voit qu'il y a de la vapeur d'eau qui s'infiltre et qui remonte à cet endroit-là. Oui. Maintenant, ce qui nous intéresse avec cet appareillage, c'est de voir les fluctuations dans le temps et entre autres, essayer de déceler une remontée de magma. C'est pour ça qu'ils enterrent l'instrument qui prendra des mesures sur une longue période. En les aidant, Olivier découvre que les deux chercheurs viennent de réaliser une première mondiale. Alors forcément, ça crée des liens. Anthony est quand même notre spécialiste de la géophysique. Ouais. Et moi, je suis spécialiste du bidouillage. C'est ça. Donc on arrive à conjuguer nos efforts pour arriver à faire quelque chose qui fonctionne, ce qui est bien. Mais ça veut dire qu'il y aura une fanfare qui va vous accueillir à l'aéroport ou est-ce que c'est quand même le genre de choses qui passent malheureusement inaperçues? Bien, je pense qu'on aura une bonne vingtaine de groupies avec les à l'aéroport, aucun souci. Non, bah en tout cas, bravo. C'est que pour sa gueule. Ah mais là c'est carrément, on peut plus passer, c'est pas possible. Je peux plus marcher, je perds mon pantalon. Le champ de mine. Je me demande si t'as fait ça exprès pour moi, pour une espèce de bizutage. Le chemin le plus court, hein? C'est pas forcément le plus droit, on va dire. C'est les scientifiques. Pour les mathématiques, pour aller d'un point A à un point B, tu traces une droite. Alors que moi, je suis plutôt dans la poésie, tu vois. On fait des circonvolutions, on passe par-ci, on passe par là. Ah, seuls ceux qui ont la résistance physique peuvent prétendre à devenir volcanologue, d'accord. Okay. Volcanologue de terrain. Ah, c'est vrai que sur le terrain, il y a les autres sont dans les labos. Une partie physique qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc là, on passe à l'épreuve suivante, la compresse à l'alcool. Autant dire c'est un truc de militaire. Parce que quand on s'applique ça sur les plaies, ça fait pleurer des yeux. Ah! Là, ça brûle. Je pensais pas qu'ils aient autant de travail. On s'imagine toujours que c'est des vieux grigous dans leur labo. Et qui vont une fois de temps en temps se faire déposer en hélicoptère au sommet du volcan avec leur combinaison en argent là, et puis qui vont jouer à ramasser des petits bouts de crottes incandescentes avant de les jeter dans des seaux d'eau. Et non, c'est pas tout à fait ça. C'est même pas du tout ça. Essayons d'y revoir. C'est le dernier coup d'œil. Apparemment, on laisse la place à d'autres personnes. J'ai pris le temps de descendre doucement, de regarder la forêt. Dès que j'ai atteint la forêt, je me suis retrouvé de nouveau avec des odeurs, avec de la verdure, avec des oiseaux. Ça m'a donné un second souffle. Finalement, passer 3-4 jours dans cette espèce de désert rocailleux qui sent le soufre et où, quand on se tait, il n'y a aucun bruit à part parfois une petite mouche qui passe. Et ben, ça a fait du bien de retrouver quelque chose de vivant.
Je crois qu'on est en train de quitter vraiment le Karthala cette fois. Je l'ai vu d'en haut, je l'ai vu d'en bas, je l'ai vu de l'intérieur. Il n'y a rien qui gêne la vision, c'est absolument magnifique, donc ça valait vraiment le coup. Je suis super content. Je vois la caldeira dans son ensemble. C'est gigantesque. C'est comme une espèce d'immense animal vivant, respirant, se déformant. Et je crois que d'avoir été à son sommet, d'avoir pu le sculpter, c'est un grand privilège.